C'est une question par rapport à la pédagogie active. Quels sont, donc, vous avez parlé des scénarios, des possibilités de mise en place de pédagogie active, de types d'activités qu'on pourrait mettre en place. Mais la question, elle est posée par rapport aux outils. Quels outils? Bon, ça a été évoqué peut-être par les autres présentations, mais quels possibles outils pour implémenter la pédagogie active? Voilà. Ce serait compliqué de répondre à une question un peu vague, à moins de faire une réponse vague. Et en général, moi j'aurais tendance à dire, en tout cas par rapport aux enseignants auxquels je m'adresse, qui souhaitent être outillés, c'est quels sont leurs besoins. Parce que sans connaître les besoins, on ne va pas faire une liste à la Prévert d'outils numériques possibles et utilisables en pédagogie. Et de nos jours, c'est vrai qu'on est dans une époque formidable de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on est super outillé du moment qu'on le souhaite, et en plus, avec des moyens très faibles, voire nuls. Enfin, la majorité des outils sont utilisables gratuitement, même si je ne rentrais pas dans le débat de si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais en tout cas, on peut être outillé facilement. Donc, on n'est pas dans un débat d'outils, mais vraiment dans un débat d'usage. Quels sont les besoins de l'enseignant? Et à partir de là, on peut effectivement l'aiguiller vers des outils. Donc si vous avez une question plus précise, c'est-à-dire si vous me dites tiens, j'ai envie de faire ça, à ce moment-là, peut-être que je pourrais vous répondre et vous aiguiller vers certains outils. Sinon, par exemple, on pourrait citer Socrative, là, qui est un outil que je vous conseille d'essayer. Enfin, moi, j'aime bien. Normalement, ça marche avec un peu de Wi-Fi. Ça marche assez bien sur téléphone portable. C'est un exemple. C'est un exemple d'outil intéressant à utiliser en pédagogie. Donc là, pour le coup, pour favoriser le feedback, le retour de tous. La deuxième question, je crois que c'est pour les 4 intervenants, mais ce n'est pas une question, en fait, c'est un commentaire. Donc, on parle beaucoup depuis ce matin de la pédagogie numérique à l'université. Bien sûr qu'on adhère à cette tendance, mais est-ce que les profs sont devenus plus pédagogues que chercheurs? Donc, c'est-à-dire, est-ce que le profil pédagogue de l'enseignant est beaucoup plus présent maintenant avec cette nouvelle tendance que le profil chercheur? Je ne sais pas qui d'entre vous pourrait répondre. Je pense que c'est juste... Ils ne sont pas plus pédagogues que chercheurs. Moi, j'ai été recruté il y a 30 ans. Et à 30 ans, on nous disait faut être enseignant, chercheur et s'occuper de l'administration, c'est-à-dire faire vivre le système. C'est-à-dire que ça a toujours été le cas. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, les systèmes d'évaluation aussi, qui ont été mis en place où la carrière est évaluée par la recherche et pas évaluée par l'enseignement, a pu créer une espèce de point d'inflexion, de changement dans nos modes de fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, on se repose la question, mais quid de la pédagogie? Quand on regarde les grandes universités, toutes les grandes universités, elles ne recrutent pas les enseignants-chercheurs uniquement pour la recherche. Elles recrutent les enseignants-chercheurs pour leur capacité à être de bons enseignants, parce que bons enseignants, c'est aussi beaucoup d'étudiants, et beaucoup d'étudiants, c'est un vivier pour avoir des bons doctorants, un nombre suffisant de bons doctorants, et puis alimenter la recherche. Donc non, moi je crois que c'est juste savoir pourquoi on est là. Nous sommes, pour ma part, qui suis enseignant-chercheur, je pense que ce sont deux dimensions, sans parler de la dimension de l'accompagnement de l'université, mais ce sont des deux dimensions qu'il faut toujours avoir à l'esprit et qu'il faut sauvegarder. Je pense que le jour où on en oubliera une, on le paiera cher parce qu'on risque de créer des statuts à double vitesse, des enseignants, des chercheurs, des gens qu'on va contraindre à être que des enseignants et avec le côté un petit peu péjoratif du terme. Et donc je pense que c'est une vraie discipline qu'on doit s'imposer, c'est-à-dire que oui, c'est dur, oui, ça prend du temps, oui, si, mais en même temps, on a quelque chose qui est inestimable, c'est la liberté. Donc pour conserver notre liberté, c'est comme le dit Thucydide, soit on est libre, soit on choisit de se reposer. On pourrait peut-être juste ajouter qu'en fait l'enseignant, il doit faire de la recherche sur son enseignement. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire plutôt que de scinder, d'un côté je fais de la recherche dans une thématique, etc. De l'autre côté je fais de l'enseignement. Donc déjà l'enseignement doit rebondir sur la recherche, c'est-à-dire doit amplifier, la recherche doit amplifier l'enseignement. Mais pourquoi ne pas faire de la recherche sur son propre enseignement dans le but d'améliorer sa pédagogie? Merci.
En fait, je suis prof de management, prof universitaire de management, et j'ai une question à vous poser. En fait, je m'adresse à vous parce que vous avez parlé du fait de rendre le cours de plus en plus individualisé. Depuis tout à l'heure, je me suis posé des questions. Comment rendre un cours plus individualisé? Je n'ai pas trouvé de réponse. J'enseigne par exemple la GRH, j'enseigne la gestion de la production, donc c'est un savoir qui est vraiment théorique et bon, ça peut être aussi pratique, mais c'est un ensemble de connaissances, c'est un savoir que tout le monde normalement doit partager. Je ne vois pas comment je pourrais le rendre un peu plus individualisé pour rendre les étudiants de plus en plus impliqués. Si vous avez des idées donc à me proposer là-dessus, voilà. Merci. Ouais, je peux commencer un début de réponse, et Sébastien aussi voulait intervenir là-dessus. C'est l'intérêt du table ronde. Ça serait difficile de répondre à votre question sans prendre un morceau, parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, dire toute ma pratique, toute ma pédagogie sur 1000 et quelques heures, enfin ça dépend combien de temps vous enseignez dans l'année, ou 500, ou 300, je vais la changer. Un changement se fait par morceaux. C'est-à-dire que par exemple, on va être un peu à l'aise sur un module plus qu'un autre. Et on va dire, tiens, sur ce module, cette année, je mets le paquet et j'essaie de le rendre plus actif. Et donc, vous allez, en faisant ça, faire de la recherche en éducation. Puisque vous allez investir un nouveau scénario, peut-être de nouveaux outils. Et là, le numérique peut aider à amplifier, notamment en mettant du contact social, c'est-à-dire prolonger ma présence d'enseignant en dehors des cours, les faire travailler entre eux et avec moi, donc instaurer tout type de relations. Et puis aussi collaborer en ligne sans être physiquement présent, donc réaménager le temps et l'espace classe. Donc tout ça va être possible avec le numérique, mais vous allez le faire que sur un morceau. Et ça va vous permettre de tester de nouvelles choses. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, prendre le côté très transmissif du cours et leur faire lire à la maison, avec un quiz retour. Donc vous auriez un feedback avant même qu'ils soient revenus en classe, vous savez qui a fait quoi, si ça a été bien compris, si les concepts ont été compris. Vous prenez les meilleurs, vous les mettez avec les plus faibles et vous leur dites, bon, vous leur expliquez ce qu'ils n'ont pas compris, puis vous vous interrogez dans les meilleurs avec les moyens, puis vous mettez avec les plus faibles, vous cherchez à comprendre déjà ceux qui n'ont pas fait pourquoi, si c'est des causes familiales, si c'est qu'ils n'avaient pas accès, si c'est que ça a bugué. Et puis après, sinon, en dehors de la remédiation, vous allez passer du temps avec eux pour leur faire comprendre les concepts en question. Ça peut être ça, par exemple, mais il n'y a pas de solution universelle, il y a tout un tas de solutions. J'ai évoqué une liste de scénarios. Et pour ça, ça nécessite du temps pour les expliquer aux enseignants qui éventuellement ne les connaîtraient pas. Et une fois qu'ils ont compris, par exemple, le scénario que je viens d'expliquer, ils vont tenter de le mettre en place sur un petit bout de cours. Ça peut être 5 heures de cours. Et ils vont faire de la recherche en éducation en faisant ça. Et après, du coup, ils se mettent à comprendre comment ils peuvent se libérer du temps en investissant plus les élèves entre eux. Et après, pouvoir passer un peu plus de temps avec ceux qui en ont plus besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'était juste pour rebondir. Quand on parle d'individualisation de l'apprentissage, ça ne veut pas dire l'individualisation de l'enseignement. Vous pouvez toujours continuer à donner cours de la même manière, à transmettre le savoir de la même manière, mais dans la mise à disposition du savoir, il y a des choses que l'on peut faire en numérique qui permettent aux étudiants de sélectionner leur parcours et de peut-être customiser un petit peu leur parcours pour repasser là où il y a des difficultés, revenir. Alors on a parlé de la classe inversée, on a parlé de ressources. Vous pourriez scénariser une partie de votre enseignement, ce qui permettrait à vos étudiants de revenir le nombre de fois nécessaire pour que les concepts que vous évaluez au final, puisque vous évaluez des théories, que les concepts soient acquis à un moment donné. Et ça, si c'est un enseignement transmissif en présentiel, c'est très peu facile à faire. À partir du moment où vous le digitalisez, vous le mettez en hors ligne, même si vous continuez à le donner en transmissif présentiel, à partir du moment où les étudiants peuvent y retourner, vous faites un suivi peut-être de ces étudiants en particulier, là vous avez un apprentissage individualisé qui ne sous-entend pas une redéfinition de votre acte de donner cours. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Imen Traya Bazi, je suis je suis enseignante d'informatique au Collège Pilote de Sfax. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe et de conjugaison, etc. Bon, je voulais m'adresser à Sébastien parce que
Je sais pas. J'ai senti que il y a, parmi tout le monde, vous êtes la personne qui me ressemble le plus. Je sais pas. Ah. Au niveau... Oui, voilà. Voilà, parce que je vois, il y a beaucoup de trucs qui vont et qui viennent, et il y a tellement de folie là-dedans, et je me sens plus toute seule. Merci. Ah, c'est bien. D'accord. Mais là, mes questions, c'est que là, par exemple, cette année, je suis en train d'essayer la classe inversée, en l'occurrence, de nouveaux trucs. Je suis en train d'essayer d'aborder mon cours d'une manière différente. Alors là, je suis en train de faire du n'importe quoi. Je ne sais pas pour l'instant ce que je suis en train de faire. Bref, j'ai essayé, après 10 ans, depuis 10 ans, j'enseigne le même truc, le même cours, la même chose, le même truc, etc. Et donc, cette année, j'ai décidé, non, je vais changer. Là, je sais plus ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer la classe inversée. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Il y a des élèves qui se connectent, d'autres non. J'essaie de faire des comme ça, les trucs avec Edmodo, avec Facebook, entre autres. Les notifications, chaque année, j'ai un groupe dédié pour mes élèves. Je leur dis deadline, vous devez m'envoyer votre projet par email, etc. Là, ici, ce sont des ressources, etc., etc. Mais là, ce que je voulais poser comme question, en fait, comment est-ce que vous avez fait tout au long de ces années, je suppose d'expérience, pour retrouver la paix dans votre esprit, pour vous calmer, pour ne plus vous réveiller au milieu de la nuit et se dire j'ai oublié quelque chose et tiens, je devrais faire quelque chose. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça comme ça, mince alors, etc. Donc, oui. Je sais pas comment vous faites pour avoir la paix. Ah, c'est ça. Je vous rassure tout de suite, ça n'arrive jamais. Alors la réponse sera en 2 temps. D'abord, il faut faire très attention. On parle beaucoup. Alors, il y a ce qu'on appelle les buzzwords. Il y a quelques années, on parlait du Web 2.0. Et puis, on a parlé des réseaux sociaux. Et puis, on a parlé du serious game. Et puis, on est arrivé tout doucement au social learning. Et puis, au MOOC. Et là, maintenant, le buzzword, c'est la classe inversée. Et donc, il y a beaucoup d'enseignants qui se jettent à corps perdu dans le buzzword de l'année. Sans capitaliser, sans fond de travail. Et ça, c'est très dangereux. Tout à l'heure, j'ai passé des slides, il y en avait un qui était tout noir, avec 2 listings de phrases. À votre gauche, il y avait les mauvaises pratiques. À votre droite, il y avait les bonnes pratiques. Les mauvaises pratiques, c'était de travailler des outils. Quand vous amenez du numérique dans la classe, vous ne devez pas amener un outil. Vous devez amener une action au niveau des élèves, une action pédagogique. L'outil doit se cacher derrière l'action pédagogique. Et donc, si ça ne marche pas, la question à vous poser, si l'outil ne marche pas, si l'évaluation n'a pas été faite, s'ils ne se sont pas connectés, la question à se poser, c'est de se dire, est-ce que par ailleurs, malgré tout, l'acte pédagogique que je voulais mener est réussi ou pas? Alors, c'est un genre de courbe courbe inversée. Il faut savoir que la motivation des étudiants, elle est très active. Hein, c'est l'effet wow. Hein. Je vous ai fait le coup avec la petite main. Là, directement, j'avais récupéré tous les yeux. Elle est très, très active et puis elle tend à s'effilocher au fur et à mesure du temps. Donc ce que vous devez évaluer, vous ne devez jamais l'évaluer en fin de processus. Vous devez essayer de l'évaluer le plus tôt possible. Essayez de mettre en place des petits outils, même si vous demandez d'énormes outils, de mettre des outils les plus petits possibles au niveau de l'évaluation, au niveau des apprentissages. Tout le reste, c'est du bonus. Voilà, mais je vous rassure, on n'a jamais fini de chercher. Cette nuit, j'ai encore changé 3 fois mon PowerPoint. Je me suis dit que j'allais vous dire autre chose. Ce matin, je l'ai changé au fur et à mesure. C'est un métier. C'est un métier. Voilà, ça change. Je voulais peut-être faire aussi un complément, même si on n'a pas le même, approche cognitive. C'est ne jamais perdre de vue ce qu'on cherche à atteindre.
Quels sont les acquis d'apprentissage que l'on souhaite pour nos étudiants? Et ça, c'est une bonne ligne directrice avant de se jeter sur les outils. Le principe de la cohérence pédagogique. Quel est mon objectif? Quelles activités je vais mettre en place et comment je vais l'évaluer? Et ça vous donne vraiment un bon guide, une bonne ligne pour avancer et puis après de trouver le bon outil pour leur faire acquérir les acquis d'apprentissage que vous souhaitez qu'ils aient. Ça évite justement de s'éparpiller. Voilà, je voulais juste faire une petite précision. Je me permets d'ajouter une petite intervention. Justement, également dans mes cours, j'utilise plusieurs outils sociaux. Je suis enseignante d'informatique à l'université, voilà. Et donc, j'ai adopté une approche progressive. Donc, d'abord, j'identifie l'activité, puis quel outil qui est approprié pour faire cette activité. Je donne le temps aux étudiants de s'approprier cet outil, de connaître comment l'utiliser, etc. Et puis, je lance l'activité et je vois le retour. Et le semestre d'après, je commence avec une deuxième activité. Et ainsi de suite. C'est une approche progressive jusqu'à ce que le cours devienne justement basé sur une pédagogie active. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc, il faudrait que aussi bien l'enseignant que les étudiants s'approprient cette nouvelle approche et s'adaptent à ce nouveau mode d'enseignement. Voilà. Alors, il y a, pour les digital natives, on pourrait en parler des heures. Il y a un truc par contre qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous pouvez vous tromper. C'est l'inverse, on a le droit, on devrait même, c'est une obligation. Ce n'est pas se mettre en déficit ou en défaut de sa classe qu'à un moment donné, rater quelque chose. Pourquoi? Parce qu'un enfant, habituellement, il joue. Et vous avez tous vu PlayStation, Game Boy. Un jeu, c'est de l'apprentissage, et un jeu, c'est une succession de game over. Et c'est avec le game over qu'il apprend. S'il s'arrêtait au premier game over, il n'apprendrait jamais. Nous pouvons faire pareil. C'est-à-dire que nous pouvons nous tromper, à condition d'avoir, en tant qu'adulte, réfléchi à sa pédagogie et à la chose pour pouvoir retomber sur ses pattes, sur les acquis d'apprentissage. Mais l'outil en lui-même peut tomber en panne. C'est pas le problème. Alors, bonjour, je me présente Lhem Khalel de l'université de Sfax, enseignante-chercheuse, si on peut dire chercheuse, hein. Oui. En informatique. Et tout d'abord, je vous remercie pour cette session très intéressante. Je continue sur la même remarque de ma collègue. J'ai essayé beaucoup de pédagogie, j'ai essayé d'innover dans mes cours. Et pour la pédagogie inversée et collaborative, malheureusement, je suis toujours bloquée par l'espace qui n'est pas flexible, l'espace qui est rigide. Les tables sont clouées partout. Donc, il y a une forme de cours magistral. Donc, je n'ai pas le droit de changer les tables ou les positions des tables. Donc, il faudra faire un effort auprès de l'administration pour pouvoir passer à la flexibilité plutôt que la rigidité. Un autre point, j'ai bien apprécié l'initiative ou la remarque de Madame Nathalie pour la reconnaissance pédagogique. Tout notre système, il reconnaît le cursus de recherche, même pour la promotion de passage de upgrade de maître assistant, d'assistant à maître de conf. Donc on voit que la note ou le poids est en majeure partie attribué à la recherche. La pédagogie, on s'en fout, vous donnez un cours magistral ou vous avez fait un effort pour faire de l'innovation pédagogique, ça ce n'est pas noté, juste 5% ou 10%, même pas de la note. Donc, il y a un effort, peut-être l'IFIC ou auprès des commissions de recrutement ou des commissions de promotion pour pouvoir donner une plus-value à cet effort pédagogique. Et croyez-moi, lorsqu'on donne une plus-value, là, on va améliorer l'apport pédagogique des enseignants universitaires. Il faut le reconnaître dans les concours de promotion. Voilà. Merci.
En tout cas, à l'Université de Lorraine, vous savez qu'il y a une part d'autonomie des universités, et donc à l'Université de Lorraine, on est en train de travailler dessus. Donc là, ça doit passer ces jours-ci en équipe politique. Mais pour le recrutement déjà dans l'établissement, de s'attacher à recruter des enseignants et des chercheurs, mais les deux déjà. Et puis la deuxième chose, c'est pour l'avancement de grade également, de se dire qu'on peut considérer aussi l'aspect enseignement dans l'avancement de grade. Donc ça peut se faire progressivement, ça doit se faire au niveau national, mais aussi au niveau des universités. Donc nous, il y a un travail qui est engagé, c'est pas facile, hein, mais en tout cas, on s'y attelle. C'est une réelle volonté de s'atteler à ça, puisque c'est le frein majeur. Pourquoi on irait finalement, j'ai envie de dire, s'investir sur cet axe si, à la limite, c'est contre-productif pour notre carrière. Donc c'est vraiment un levier extrêmement important. Et donc, si on veut, et si les établissements, les universités veulent que les enseignants s'emparent de cette question, elles devront inévitablement se poser ces questions et mettre les outils adaptés. Bonjour à tous, Zainab Qarqni d'Izet Nebel. Moi, je pense qu'il faudrait attribuer à l'enseignant un quatrième rôle, à part le fait qu'il enseigne, enseignant, chercheur, administrateur. Il faut qu'il soit coach avant tout pour réussir les pédagogies actives. Parce que ces pédagogies axées sur l'étudiant, axées sur l'élève, axées même sur l'enfant écolier, nécessitent parfois de diversifier les méthodes selon le style d'apprentissage de chacun, surtout pour l'apprentissage des adultes. Donc on se trouve face à des étudiants qui sont réellement différents et que c'est vrai que si on va adopter un seul outil, voilà, on va même varier les outils, il faut les adapter à cette cible. Parce qu'on se trouve dans une classe, même d'une petite classe, d'une trentaine d'étudiants, ils sont tous différents. Ils ont des styles d'apprentissage différents, ils apprennent avec des méthodes différentes, chacun a son style. Pour faire qu'ils soient actifs, pour réussir cette interactivité, il faut vraiment travailler le côté coaching préalable à l'enseignement. Et bien sûr, parce qu'on ne va pas changer... des étudiants timides, on ne va pas les changer en un jour et une nuit. On va pas... Donc il faut s'adapter à eux pour réussir cette pédagogie active. Et l'objectif sera atteint. Mais il faut diversifier les outils, les méthodes pour arriver vraiment à un apprentissage optimal. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qu'il faut faire pour réussir et impliquer, justement, ça c'est très important, il faut l'impliquer parce que c'est lui qui va apprendre. L'apprenant, c'est lui qui va faire un effort, mais tout dépend de cet enseignant coach. Je dis bien qu'il doit virer vers un enseignant coach pour pouvoir réussir tout ça et maximiser cette retention de l'information, des connaissances, voilà. Je vous remercie. Comme vous le dites judicieusement, oui, il faut varier les plaisirs, les outils, les méthodes, et ne pas tomber dans le travers du tout collaboratif, du tout participatif. Ça ne convient pas à tout le monde. Il faut des temps d'apprentissage individuel, des temps d'apprentissage collectif, participatif, mais aussi des temps d'appropriation. Et puis respecter bien sûr les styles d'apprentissage de chaque étudiant. Et effectivement, ça change considérablement la posture de l'enseignant. Et puis, j'ai envie de dire aussi, ça l'éloigne peut-être de sa posture transmissive. Donc, ça nécessite aussi peut-être de la formation également pour accompagner ces différentes méthodes pédagogiques. Je me présente, je suis enseignante architecte et en école d'architecture, en atelier particulièrement, nous ne pensons pas de cours. Donc on est enseignant, mais on n'a pas de cours à dispenser. Et ça, ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est que nous sommes dans l'interaction, je dirais, pour les études d'architecture depuis une belle lurette. L'atelier est un lieu propice pour l'interaction, pour l'échange. C'est un mode d'enseignement actif
parce qu'il a évolué quand même malgré les crises et les problèmes qu'il connaît. L'enseignement en atelier, c'est un enseignement d'échange. En fait, ce que nous faisons, c'est caricatural, dirais-je. On fait faire des exercices, des projets aux étudiants, et nous, en tant qu'enseignants, nous réagissons face à leurs travaux. Bon, pour ce faire, nous mettons plusieurs casquettes à la fois. Comme vient de dire Madame, nous opérons en tant que coach, nous opérons en tant que facilitateur, à la limite, nous donnons, disons, les connaissances élémentaires pour la discipline, pour que l'étudiant fasse à son projet, son exercice, mais ce n'est pas des exercices d'application, c'est généralement des projets. Et moi, personnellement, j'enseigne l'initiation à la conception architecturale, donc je les prends au tout début. Et la grande difficulté, c'est surtout lorsque nous enseignons la conception, c'est de répondre à cette question incessante à chaque exercice de conception, comment faire alors qu'il n'y a pas de recette? Comment accompagner l'étudiant dans ce faire sans pour autant lui proposer des solutions, parce que nous ne sommes pas là pour lui proposer des solutions et pour l'aider à trouver son chemin. C'est un travail dans l'interaction, dans l'échange, et peut-être qu'en Tunisie, ce qui nous fait défaut, dirais-je, c'est ces nouvelles technologies, dans le sens où les ateliers sont dépourvus de techniques de communication. Nous arrivons tant bien que mal à le faire parce que le nombre, quelque part, reste, malgré un effectif croissant d'une année à l'autre, assez gérable. Mais c'est vrai, en ayant des outils de communication, c'est vrai qu'on se fait artisanalement, une page Facebook par atelier, voilà, ou bien par groupe, et ça nous permet quand même d'instaurer une certaine communication et un certain échange avec nos étudiants qui, depuis quelques années, devient assez fructueux. Mais ça reste de l'improvisation et ce ne sont pas des outils, disons, très appropriés. On aurait souhaité avoir accès à plus de possibilités. Mais l'interaction, honnêtement, on est dans l'interaction depuis que moi j'ai fait mes études. C'est-à-dire, on n'a jamais eu en atelier un cours magistral et on écoutait l'enseignant. C'est nous, l'acteur, avec nos étudiants, et nous sommes au même pied d'égalité, logiquement, avec les étudiants. C'est tout. Merci. Je vous remercie tous pour les interventions si importantes et qui touchent de près, c'est ce qu'on appelle en Tunisie un nouveau courant éducatif et pédagogique, c'est l'intégration d'éthique dans l'enseignement du secondaire et dans l'enseignement universitaire. Donc, je me présente, je m'appelle Assad El-Harbaoui, je suis un professeur de l'enseignement secondaire des SVT et je suis un doctorant inscrit en 3e année didactique de la biologie. Donc, je veux poser 2 questions. Le premier est en rapport avec ma profession. Le second est en rapport avec mes études comme chercheur et comme doctorant. La première question, c'est que pour parler de l'intégration des technologies de l'information et de communication dans l'enseignement du secondaire, il faut faire ce qu'on appelle a priori une analyse des besoins. Donc, il faut chercher quels sont les besoins de nos apprenants, qui est le public cible, en premier lieu. Après, il faut faire le choix à partir d'une batterie de ressources en utilisant des grilles appropriées qui peuvent nous aider dans le bon choix et essayer d'utiliser ces outils dans le processus enseignement-apprentissage. Autre chose très importante qui touche non pas la manière d'enseigner, mais qui touche de près la formation contenue des enseignants. En tant que professeur d'enseignement secondaire, je ne vais pas inculper les inspecteurs des sciences de la vie de la Terre et les inspecteurs en général de secondaire, mais je vois que la formation continue est absente. J'ai jamais entendu parler d'un inspecteur qui invite les enseignants à des séances de formation sur la scénarisation pédagogique
ou bien sur l'intégration d'éthique dans les pratiques enseignantes. Ça, c'est une deuxième contrainte. La troisième contrainte, c'est du côté institutionnel. Parfois, on peut mener un projet d'intégration d'éthique, mais on ne trouve pas le matériel administratif nécessaire. Ça, c'est une troisième contrainte. Ça, c'est la partie en rapport avec mes études, en rapport avec l'enseignement, en rapport avec la profession. En second lieu, en rapport avec mes recherches, moi, je travaille sur ce qu'on appelle l'enseignement universitaire à distance en Tunisie. Et d'après mon expérience, si je l'ose dire minuscule, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'enseignement à distance en Tunisie. Donc, les cours sont sous forme de bibliothèque. Les enseignants, ils utilisent l'enseignement à distance comme complément à leurs cours. Ça, si c'est ce que je vois, moi, personnellement. Mais on ne peut pas, d'autre côté, on ne peut pas demander aux enseignants universitaires d'enseigner l'enseignement à distance sans que l'institution leur apprend comment scénariser un cours en ligne, comment créer un cours en ligne, comment chercher les besoins des apprenants, des étudiants. Ça, ce sont des choses très, très, très intéressantes. Donc, je vois autre chose très, très importante, c'est de penser à l'itération. En tant qu'enseignant, soit au secondaire ou bien en enseignant en université, lorsqu'on utilise un dispositif avec ses caractéristiques pédagogiques, ses caractéristiques médiatiques et ses caractéristiques cognitives, il faut chaque fois faire un processus d'évaluation, de remédiation aux obstacles pour faire avancer et améliorer les dispositifs pour l'atteinte des objectifs et satisfaire le besoin du public. Et merci pour vous tous. Bonjour à tous, donc je suis Nesrine Lache, je suis de IZ Nebel, enseignante principalement et ex-chercheuse, juste pour faire la distinction. Donc ma question, surtout, je voulais savoir un retour d'expérience sur votre expérience en France ou en Belgique, sur l'implication des enseignants. Est-ce que ça a été dès le début une implication directe? Est-ce que vous avez vu qu'au cours des formations ou bien des actions de sensibilisation que vous avez pu voir faire, est-ce que vous avez fait participer de plus en plus d'enseignants? Est-ce que vous sentez une évolution, une implication de ces enseignants dans tout ce qui est pédagogie active? Et au niveau de ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous avez appelé les recettes de cuisine, est-ce que vous avez un espace où partager, en fin de compte, vos expériences, les déceptions, mais aussi les succès, donc pour les enseignants? Est-ce qu'au niveau de la Tunisie, donc ma félicitation pour le premier MOOC, est-ce qu'en Tunisie, à part le MOOC, est-ce qu'on a aussi d'autres formes de pédagogie active? Est-ce qu'on a, avec l'IFIC, donc Madame Monet, est-ce que nous avons au niveau des universités tunisiennes un dispositif où on peut discuter, échanger justement, voir les expériences qui sont faites au niveau des universités et voir aussi comment les développer et faire cet échange. Merci. Notre service a à peine 2 ans, mais on voit déjà une belle évolution, j'ai envie de dire, de l'intérêt que les enseignants peuvent porter aux pédagogies actives. Et pour répondre aussi, peut-être en complément d'une question tout à l'heure, est-ce que le numérique finalement amène les gens à se poser des questions sur la pédagogie? Oui, bien sûr, on a mis en place tout un tas de plateformes d'enseignement comme vous devez avoir chez vous. Et puis donc, contraint ou forcé ou par curiosité, ils déposent des cours et puis après, ça amène de vraies questions pédagogiques. Donc, et puis, une fois qu'on s'est posé ces questions, peut-être qu'on a envie encore d'aller plus loin, d'en savoir plus et de mettre d'autres pédagogies en place. Donc le numérique permet de se poser des questions pédagogiques et peut-être que sans l'arrivée du numérique, les enseignants ne se seraient pas posé ces questions. Et pour les pédagogies actives, oui, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. On entend parler beaucoup de MOOC, on entend parler beaucoup de la classe inversée, donc les enseignants s'interrogent aussi sur leurs pratiques, s'interrogent sur ce qu'ils peuvent mettre en place, sur l'intérêt de mettre ça en place. Alors je ne dis pas pour autant qu'un MOOC est une mise en place de pédagogie active, hein, mais je veux dire, voilà, c'est dans l'actualité, dans l'air du temps.
À un moment, on parlait de formation à distance, mais ça n'avait pas fait un grand buzz. Mais par contre, les MOOC ont fait du buzz. Et donc, du coup, peut-être que certains MOOC se transforment simplement en formation à distance et permettent de remettre un éclairage sur ce qu'est la formation à distance. Donc, des fois, j'ai envie de dire, le buzz un petit peu qui se passe sur les réseaux sociaux et ailleurs, sur l'actualité pédagogique, permettent aussi maintenant, parce qu'il y a un gap numérique et on ne peut pas faire sans, permettent aux enseignants de s'emparer des questions. Et on a mis en place des formations et pour certaines formations, il a fallu qu'on les double et qu'on accueille des fois, qu'on monte un petit peu le seuil d'accueil. Alors je ne dis pas que ça intéresse tout le monde, mais en tout cas, de plus en plus de personnes par l'arrivée du numérique se posent de plus en plus de questions et souhaitent aussi modifier leurs pratiques et aussi des fois, parfois malheureusement par lassitude. Du manque d'intérêt que les étudiants peuvent porter à leur enseignement, et quand ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils enseignent, ils se disent là j'en peux plus, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour aussi moi prendre du plaisir à enseigner, et donc du coup on s'interroge sur ces pratiques. Alors pour le côté tunisien. Alors, du côté tunisien, donc justement, le MOOC, ce n'est pas une implémentation de pédagogie active, mais par contre, il y a plusieurs expériences d'enseignement basées sur la pédagogie active. Je peux citer par exemple un projet dans lequel j'ai été impliquée. C'est un projet du Bureau international de travail pour la mise en place d'un programme sur la culture entrepreneuriale, comprendre l'entreprise, qui est un programme enseigné dans plusieurs pays, dans différentes langues, et il a été enseigné en Tunisie. D'abord, il a été scénarisé, mis en ligne, et puis enseigné dans plusieurs universités. Et ce programme se base uniquement sur des activités, sur du brainstorming, sur des interviews, et on a fait l'évaluation de ce programme, et on a vu le feedback aussi bien des enseignants que des apprenants qui ont suivi ce programme. Donc il y a déjà des expériences en termes de pédagogie active. Je peux citer également un deuxième cours ou une préparation à une certification C2I métier de l'ingénieur. C'est un cours de C2I niveau 2 et qui est également, le cours se base sur la pédagogie active. Voilà, c'est une deuxième expérience. Je voudrais réagir par rapport à la réaction de monsieur, donc par rapport à l'enseignement en ligne en Tunisie. Je crois qu'il y a plusieurs formations en ligne en Tunisie. Déjà, l'université virtuelle, elle existe depuis 2002. Il y a plusieurs masters qui sont enseignés 100% en ligne, des licences. Je ne peux pas vous dire le nombre, mais vous pouvez les voir déjà sur le site de l'université virtuelle. Il y a des apprenants qui suivent des formations 100% en ligne. Je peux parler de l'enseignement supérieur. Je vous dis, j'occupe une fonction de directrice de l'enseignement en ligne au niveau de mon université, et je vous dis qu'on organise d'une manière régulière des ateliers de formation pour les enseignants sur la scénarisation de cours en ligne, sur la conception de cours en ligne, le tutorat, et donc il y a quand même des formations en ligne au niveau universitaire. Au niveau des autres ministères, donc voilà, vous avez pas... Voilà, au niveau des autres... Je ne peux pas vous dire, je suis désolée. Bonjour. Donc, je me présente, Mehe Harza Latriki, donc technologue à l'ICET de Kerouan. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier et vous féliciter pour cette journée. Vraiment, c'était très bénéfique pour moi-même. Deuxième point que j'allais aborder, tout d'abord, juste s'intéresse principalement sur le MOOC en Tunisie. Donc, j'ai suivi le premier MOOC, le ICOO, donc que Madame Chinedi, donc qui a été responsable. Donc, je voulais vous poser deux questions. Comment pouvez-vous nous donner un feedback à propos de ce MOOC-là, et comment vous voyez le futur MOOC en Tunisie? Voilà. Est-ce qu'il y aura des attestations ou je ne sais pas, genre de certif ou quelque chose pareil à propos de ce MOOC? Merci. Sur le MOOC, sur le projet de MOOC. Donc j'ai été co-auteur du premier MOOC en informatique donc en Tunisie, qui a été donc accompagné par l'EFIC. Je suis co-auteur avec 3 autres collègues. Donc c'est un MOOC sur l'initiation à la conception orientée objet. Je peux vous dire tout de suite que l'expérience était assez difficile, plus difficile qu'on l'imaginait, parce que nous, quand
quand on est 4 femmes, donc on était parti sur ce projet. On croyait qu'avec nos expériences en termes de conception de cours en ligne, c'était facile d'aller directement vers un projet de MOOC. Or, la conception de MOOC, elle est complètement différente de la conception d'un cours en ligne. Il y a des choix en termes pédagogiques, d'évaluation, etc. Donc, la première session de ce MOOC vient de se terminer il y a une semaine. Nous avons rencontré certaines difficultés en termes... D'abord, le nombre d'inscrits était 3700. Que nous estimons que c'était un nombre assez important pour une première session de ce MOOC. Sauf que nous avons rencontré certaines difficultés, aussi bien en termes de contenu. Le contenu était réparti sur 5 semaines, avec une semaine 0, donc de préparation, puis 4 semaines. Donc les apprenants, du moins ce que nous avons vu sur les forums, c'est que les apprenants ont constaté qu'il y avait beaucoup de contenu par rapport à la durée allouée au MOOC. Ensuite, il y a eu un problème technique au niveau de la plateforme, qui a encore déclenché certains problèmes d'accès aux ressources. Mais bon, on est quand même content par rapport à cette première session, une première expérience. Donc, on lance le formulaire d'évaluation cette semaine à tous les apprenants pour recenser leur feedback par rapport à cette expérience. On compte, Inch'Allah, lancer une deuxième session peut-être en 2016, voilà. Et on est en train de préparer justement les attestations. Samedi, on avait travaillé sur les évaluations parce qu'on doit comptabiliser le quiz plus un travail externe qui est le projet pratique. Et donc, le processus de délivrance des attestations est en cours. Cette semaine, vous recevrez, les personnes qui ont terminé les activités vont recevoir les attestations. Voilà.